50% de mon temps, c'est recruter le prochain CTO de la prochaine startup qu'on va lancer. Et il y a d'autres personnes dans la boîte qui sont en train de recruter le CEO. Et on monte des binômes de gens qui ne se connaissent pas. Un de mes rôles, c'est aussi d'aider les CTO à simplifier les choses, casser la complexité pour aller plus vite. Et c'est toujours compliqué de simplifier les choses, aussi bien d'un point de vue produit que d'un point de vue tech. J'ai très vite compris que même si mes managers m'appréciaient beaucoup, ils n'étaient pas du tout responsables de ma carrière. Personne n'est responsable de votre carrière, donc si vous voulez un truc, il faut aller le chercher. Dans la vie, si on veut être bien, il faut aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille. Si on a ça qui va bien, le pro ira bien aussi. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, je suis en compagnie aujourd'hui de Quentin Dubois, qui est le CTO de OSS Ventures. Merci Quentin d'avoir accepté l'invitation. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Écoute, on est à un petit peu plus de 80 épisodes de CTOs. J'ai interviewé des CTO de start-up, de scale-up, PME, grosses boîtes. On y reviendra, mais je pense qu'on a encore avec toi un angle de vue un peu différent parce que OSS Ventures, c'est un start-up studio. Et donc, tu es le CTO qui bootstrap, qui lance des startups et aide les CTO que tu recrutes à se lancer. Donc là, je pense qu'on va avoir un nouvel angle de vue. Et avant d'y revenir, est-ce que tu peux peut-être revenir sur te présenter et sur quelques tournants de ta carrière? Quentin, marié, 2 enfants, 43 ans presque. Ça, dimanche, c'est mon anniversaire, je crois. Presque, félicitations. Moi, c'était dimanche dernier et pareil, 43. Écoute, félicitations. Et donc, j'ai fait la plupart de mes études à l'université, avec 2 périodes. Une période plutôt orientée sur l'informatique. Ma dernière année, j'ai voulu faire autre chose et donc j'ai fait de la communication. Mais au sortir de mes études, je me suis rendu compte que la communication était beaucoup moins rémunératrice que l'informatique. Donc je suis revenu à mes premiers amours. J'ai commencé comme beaucoup de gens une carrière de conseil dans le SIRH, dans une entreprise qui m'a permis de faire mes premières armes, mes premières missions. Et au bout de quelques mois, j'ai intégré comme consultant une petite entreprise de cosmétiques qui s'appelle L'Oréal. Chez qui chez qui je suis resté il y a 10 ans avec plein de postes différents. Première expérience où j'ai été développeur. Et on peut se dire développeur chez L'Oréal, c'est quoi? Et j'ai eu la chance d'être dans une sorte de microcosme à cette époque-là où on crée pour L'Oréal des produits RH basés sur SAP. En gros, on se servait de SAP comme un back-end et par-dessus, on construisait des web apps dans le prémisse du web 2.0 de l'époque. Alors c'était du Flash, c'était pas du HTML, du CSS ou du JS, mais on avait des niveaux d'interaction, des niveaux du X, on se focalisait énormément sur le X et on avait monté une sorte de petite team où dans le même bureau il y avait les fonctionnels, il y avait les gens qui faisaient du test et les devs qui nous permettaient d'aller très vite. On avait les prémices du CI/CD, donc j'ai beaucoup appris sur cette période-là. J'ai fait ça 2 ans et demi, 3 ans. Et après, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger chez L'Oréal. J'ai passé 5 ans en Amérique latine, 2 ans dans un très beau pays que je conseille à tout le monde qui s'appelle le Mexique. Comment ça s'est fait, ça, du coup? En fait, j'ai très vite compris que même si mes managers m'appréciaient beaucoup, ils n'étaient pas du tout responsables de ma carrière. Donc quand on a décidé et donc je me suis c'est marrant comme formulation. Et non, mais en fait ni les RH ni le manager, personne n'est responsable de votre carrière, donc si vous voulez un truc, il faut aller le chercher. Et donc à l'époque j'avais très envie, parce que j'avais déjà des expériences à l'international lors de mes études. J'avais passé du temps en Espagne et aux États-Unis et je dis j'ai envie de repartir. L'Oréal est cette petite boîte de cosmétiques est présente dans une 60aine de pays. J'avais un gros crush sur l'Amérique latine. Je dis essayons de partir là-bas. Donc
c'est une boîte de réseau. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je rencontrais quelqu'un. Je dis bonjour, je m'appelle Quentin, je vais partir en Amérique latine. Et au bout d'un moment, les gens en avaient marre de l'entendre. Et ils se sont dit, tiens, envoyons-le 3 mois pour un projet au Mexique, et ça a duré 2 ans. Donc je suis parti. Dans les couloirs, tu disais ça? En fait, non, c'est marrant parce que c'est une boîte où on peut déjeuner avec quasiment tout le monde. Et j'ai toujours une certaine émotion en parlant de L'Oréal parce que c'est une boîte où les gens sont accessibles. Vous pouvez parler avec le directeur RH du monde, vous pouvez parler avec un directeur de business, vous pouvez demander quelqu'un à déjeuner, même si c'est dans 3 mois, ils vont déjeuner avec vous et puis ils vont partager leur expérience. Et c'est une boîte de connexion et pour ça, c'est assez impressionnant malgré des gens avec des carrières extraordinaires. Et donc, je voyais ces gens avec des carrières extraordinaires, puis j'essayais de les cibler, ceux qui travaillaient sur l'Amérique latine, et je leur disais, voilà, j'aimerais bien aller là-bas. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont trouvé un projet qui était censé durer 3 mois et ça a duré 2 ans. Où j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait déployer un projet, on m'a demandé ensuite d'aider sur un autre où je devais aller aider à attirer, enfin pas attirer, mais à aider des gens à venir au Mexique lors de la création d'une usine. Enfin, j'ai fait vraiment des choses marrantes. Mais surtout, voilà, on m'a donné l'opportunité et puis après, quand j'étais là-bas, j'ai pu aller en chercher d'autres. Donc, j'ai vécu 2 ans avec ma femme là-bas. Et après, j'avais très envie d'aller au Brésil, donc j'ai refait la même chose, de dire bonjour, je m'appelle Quentin Dubois, on est dans le couloir. Voilà, j'ai envie d'aller au Brésil. Et comme on était sur la même zone géographique, j'ai pu convaincre. J'avais pris des cours de portugais à côté pour faire semblant de parler portugais, et ça a marché. Et au bout de 2 ans, ils m'ont envoyé au Brésil, où là j'ai eu un rôle un peu mieux défini, où pendant 3 ans j'ai été le HR IT directeur de la zone, et mon rôle c'était. Ça veut dire quoi ça? En gros, on déployait des projets, c'était de la direction de projet, c'est-à-dire qu'on déployait des projets qui avaient été décidés au niveau corporate, on les déployait dans les pays, et mon rôle c'était de faire en sorte qu'il y ait les budgets, il y ait les équipes, et quand il y a un problème, les aider à le résoudre, notamment faire le lien entre Paris, enfin Clichy, et les pays. Leur faire comprendre pourquoi c'était important de déployer ces projets, les aider dans le déploiement, les mettre en relation avec les bonnes personnes quand il y avait des problèmes, faire en sorte qu'il y ait du budget. Et voilà, donc je prenais souvent l'avion et j'allais dans des réunions, je prenais des cafés, j'allais au restaurant le soir pour faire en sorte que ça se passe bien. Alors mon rôle était plus complexe que ça, mais c'était une période très intéressante de ma vie. Je voyageais un peu trop, parce que j'étais... Ça veut dire quoi, prendre beaucoup l'avion? Alors, il faut savoir que l'Amérique latine, c'est gigantesque. Quand on vit au Brésil, juste pour sortir du Brésil et aller en Colombie, c'est 6 heures d'avion. Enfin, c'est 4 heures d'avion et 6 heures pour aller au Panama, et pour aller au Mexique, c'est 12 heures. Donc, je prenais beaucoup l'avion. Alors, on est à peu près sur le même fuseau horaire, mais c'était à peu près entre 1 semaine et 10 jours par mois où j'étais pas là. J'étais pas là. Alors, j'avais des avantages, je pouvais prendre certaines classes des fois pour être un peu mieux, mais quand une entreprise vous donne le droit de voyager en business, c'est que vous n'avez pas une vie perso hyper marrante. Voilà, il y a toujours une contrepartie. Mais j'ai eu la chance de découvrir, j'ai passé un mois au Chili, j'ai été plusieurs fois en Argentine, qui est un pays extraordinaire. Je suis retourné au Mexique, j'étais au Panama, j'étais en Colombie, j'étais en Uruguay, un pays rigolo. Pourquoi rigolo? En fait, c'est la capitale, Montevideo. C'est une toute petite ville qui a autant de... C'est pas très animé, mais c'est très joli. Mais ça, je veux dire, c'est aussi animé qu'une petite... sans être péjoratif, mais qu'une petite préfecture en France. Il ne se passe pas grand-chose, c'est assez calme, les gens sont tranquilles. Et c'est un pays qui vit beaucoup avec... ils ont au niveau de la frontière avec l'Argentine et le Brésil, ils ont des zones franches qui leur permettent de vendre des produits un peu moins chers, sachant que les 2 autres pays, l'Argentine et le Brésil, dans leur front, sont des pays assez protecteurs, et importer des produits, ça coûte cher. Donc c'est une économie un peu bizarre. Mais c'est un pays marrant avec des plages magnifiques, et tout le monde est extrêmement, extrêmement sympathique. Et tu pouvais visiter, voyager, profiter un peu de non, pas ce vrai. cadre-là? Non, en fait, c'était beaucoup d'avions, quoi. C'est beaucoup d'avions, beaucoup de réunions. Alors, on pouvait bien manger, puisque
Par exemple, au Pérou, c'est, je pense, la meilleure cuisine d'Amérique latine, sans dénigrer les autres. Je suis un fan absolu du ceviche. Je ne sais pas si tu connais, j'en mangeais littéralement matin, midi et soir. Parce qu'il y avait du ceviche au petit déjeuner, j'en mangeais. Enfin, j'adore ça. Et le pisco sour, c'est hyper bon, mais il ne faut pas en boire 3. Voilà, donc c'était une période fun où j'ai appris beaucoup de choses, notamment dans la gestion de la politique. Tu disais que c'était une boîte de connexion. Donc, c'est une boîte de connexion. En fait, il y a une manière élégante de parler de la politique. On peut dire que c'est du management indirect. Mais en gros, c'est comment influencer les autres pour qu'ils aillent dans la direction qu'on t'a demandé qu'ils aillent, sans que ça soit un problème. Après, si possible, il ne faut jamais forcer les gens en disant c'est comme ça, Paris a dit qu'il fallait faire comme ça, il faut le faire. Il faut les convaincre en disant voilà le projet, on va le prendre dans l'ordre, au moment où on demande du budget, on va le demander, tu auras des ressources, ça va bien se passer, mais leur dire à chaque fois que j'étais un peu maladroit, parce que j'ai pu l'être, j'ai envoyé des mails un peu secs, c'est jamais bien passé derrière, parce que généralement les gens ils se ferment, et puis s'ils n'ont pas envie de le faire, ils le feront pas. Donc c'est comment embarquer les gens dans ton projet qui est poussé par une politique du groupe, tout en faisant en sorte que ça se passe bien. Et ça passe par créer des connexions, être très pédagogue dans l'explication de pourquoi on fait les choses et pourquoi, en mettant en place ces projets, en mettant en place ces nouveaux process, ça va leur permettre de gagner du temps et de sortir un peu des fois on va dire, voilà, ils faisaient toujours un rapport Excel qui passait 2 jours tous les mois. Maintenant, grâce au nouveau projet, ils vont appuyer sur un bouton, ils auront le rapport Excel. C'est pas toujours exactement comme ça, mais c'était un peu l'idée d'essayer de trouver des mécanismes, de comprendre leurs problématiques et essayer de les aider. Parce qu'en fait, s'ils mettaient en place ce projet, ça allait les aider par rapport à leur carrière dans le groupe. Donc voilà, essayer de trouver un peu toutes les accroches qui permettaient de faire pousser les choses. Alors là, du coup, c'est vrai que tu parles de politique, du coup, c'est plutôt effectivement élégant, c'est plutôt de la communication, comment convaincre, comment embarquer. C'est vrai que quand on parle de politique, des fois, il y a un petit côté un petit peu plus... coercitif. Coercitif, ou du coup, quand on parle de politique, il y a aussi le fait de... le sentiment de manœuvrer un petit peu pour faire avancer sa carrière à soi. C'est sa carrière et ses projets. En fait, dans un groupe de la taille de L'Oréal, où je pense que même dans un groupe de plus de 10 personnes, à partir du moment où vous avez des gens qui peuvent prendre la place d'autres gens avec des avancements ou des promotions, la politique se met en place. Après, si on veut pouvoir le contrôler, entre guillemets, il faut dans une petite boîte, déjà il faut vivre avec. Il y a de la politique, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui sont pas contents à des moments, il y a des gens qui veulent faire avancer leur propre agenda versus d'autres, mais c'est pas grave. En fait, il faut savoir que ça existe et il faut savoir le manœuvrer et l'utiliser. C'est-à-dire avoir les bonnes connexions, savoir qui prend les décisions. C'est un peu lié aussi à quand vous faites de la vente et vous êtes commercial et vous devez ce qu'on appelle mapper un account pour savoir à la fin qui signera le chèque. Donc il faut que cette personne soit d'accord. Donc là, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est en interne. Il y a des gens qui ont un peu plus de pouvoir que d'autres. Il y a des gens qui ont du pouvoir, mais qui n'est pas officiel. Un exemple tout bête, elle va toujours être la personne la plus gentille avec les assistantes de direction ou les personnes assistantes, parce qu'elles ont un pouvoir, ou ces personnes-là, hommes ou femmes, ont un pouvoir extraordinaire et qui ont un boulot pas facile. Donc il faut les aider et puis toujours être extrêmement cordial et sympathique avec ces personnes-là, parce que c'est un truc que vous apportez une boîte de chocolat, si vous avez un truc à demander gentiment, toujours gentiment, l'idée c'est pas de forcer les gens, mais on vous aidera plus facilement que si à un moment donné vous avez envoyé un email un peu sec parce que la réunion avait pas été set-up. Donc utiliser comprendre les... T'as pas eu d'exemple chez L'Oréal de mecs, de responsables qui étaient justement arrivés avec des manières un petit peu plus autoritaires? Il y en a. En fait, il y a des gens qui veulent asseoir leur pouvoir en étant agressifs. Ça va marcher sur le coup, donc les gens disent ok, on va le faire parce qu'il nous a crié dessus, etc. Mais au final, si vous voulez embarquer les gens, il faut les embarquer sur une mission, il faut les embarquer sur le pourquoi. Et il faut leur faire comprendre que, en plus, ce qu'ils font a de l'impact. Parce qu'une des problématiques dans un groupe d'une taille de 80 000 personnes, c'est que des fois vous avez l'impression que si demain vous venez pas,
les choses vont pas changer. Oui, on a moins d'impact dans un grand groupe, mais par contre, on peut en avoir. Et il faut prendre le temps de comprendre l'organisation, il faut prendre le temps de comprendre comment les décisions sont prises, les process, et que les gens feront mieux leur boulot si ils ont envie de le faire. Donc il faut leur donner envie de le faire. Et ça passe par la politique, ça passe par la connexion, ça passe par la communication. Même si des fois on peut avoir l'impression de ne pas avoir fait grand chose dans une journée, mais si on a parlé à 5 personnes autour d'un café et qu'on les a convaincus de faire quelque chose, et ben en fait c'est déjà, même si on n'a pas répondu à 500 mails, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Ok, toi le fait de finalement le fait que tu aies réussi à te faire envoyer en Amérique latine, finalement c'était via un jeu de politique, de rencontres, de connexions, Oui, mais conscient. Conscient. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient dit dans leur entretien de fin d'année, voilà, je voudrais faire ça, et puis au bout de 3 mois, il s'était rien passé, ils comprenaient pas pourquoi, parce que eux-mêmes n'avaient pas compris qu'il fallait pousser. Il fallait pousser. Okay. Il faut devenir un petit problème pour que les choses avancent en fait dans ces groupes-là. Pas un gros, parce que quand on vient un gros problème, généralement il y a d'autres décisions qui peuvent être prises, mais il faut devenir un petit problème, le poil à gratter. Voilà, alors il y en a, ils sont un peu plus agressifs que moi, mais c'était ma stratégie à l'époque. Voilà. Et être un petit poil à gratter. Voilà. Mais même je pense que dans sa carrière d'une manière générale, les choix que j'ai pu faire après, c'est des choix conscients. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de changer. Donc après l'Amérique latine, je suis rentré à Paris, à Clichy, pour travailler sur toujours des projets, direction de projet, mais sur des problématiques digitales, donc e-commerce, etc., où j'ai appris beaucoup de choses. Et au bout d'un an et demi sur ce projet-là qui marchait pas terrible, ça fait partie des fois des projets qui étaient pas, voilà, des fois ça marche pas. C'est pas grave. J'ai décidé de complètement faire autre chose et je suis rentré dans le monde des startups où j'ai commencé à travailler pour une première startup dans la HR Tech. Alors là, pour le coup, c'est pas hyper fréquent de voir quelqu'un 10 ans dans une très grosse organisation qui s'est fondue justement dans un contexte avec, tu parlais de politique, tout ça, donc et de basculer complètement. Ça a été quoi les ressorts de décision? C'est une opportunité, enfin c'était conscient, c'était une envie, c'est plutôt un chemin de vie qui s'est présenté un peu comme ça? C'était une envie. Sur la fin au Brésil, j'avais noué des liens. Je faisais un peu de mentoring de start-up, donc je voulais connaître un peu ce monde entrepreneurial. Et à un moment donné, en fait, je voyais ma carrière se dessiner chez L'Oréal. J'étais pas dans le golden path. J'aurais jamais été directeur pour plein de raisons. Il y avait des trucs que j'avais peut-être pas envie de faire d'un point de vue perso. Parce qu'à un moment donné, quand on veut avoir des postes à très très haute responsabilité dans un grand groupe du CAC 40, il faut passer une sorte d'accord avec sa partenaire et dire là je vais me mettre à bosser, tu me verras peut-être dans 2-3 fois par mois. C'était pas quelque chose dont j'avais envie. Je venais d'être papa pour une deuxième fois, j'avais envie de voyager beaucoup et j'avais envie de passer plus de temps avec mes enfants. Et je voulais connaître un peu ce monde un peu extraordinaire où tout brillait du monde de l'entrepreneuriat. En plus, j'avais un profil tech, mais je continuais à faire du développement perso sur des projets que j'avais pu accompagner, des sites web que j'avais pu lancer, donc j'avais envie un peu de revenir là-dedans. Et donc c'était un choix conscient. Donc j'ai eu une première expérience dans la HR Tech, où j'ai eu un rôle qui n'était pas du tout tech, plutôt business, où j'ai fait, à un moment donné, j'étais DRH, j'étais directeur financier, j'ai même été responsable Customer Success. Ça s'est pas hyper bien terminé, mais ça m'a permis de comprendre que, je voulais rester dans ce milieu-là, le milieu entrepreneuriat, parce que je trouvais qu'on avait, encore une fois, beaucoup plus d'impact dans une petite organisation que dans une grande, et j'aimais bien avoir de l'impact et voir que quand on faisait avancer des choses, ça avançait rapidement, et on pouvait le voir tout de suite dans les équipes et chez les clients. Et deuxièmement, je savais avec quel type de personne je ne voulais pas travailler. Donc ça m'a permis un peu de recalibrer sur des aventures entrepreneuriales, de recalibrer un peu le type de personne avec qui je voulais travailler, avec qui je pouvais travailler. Parce que des fois, c'est juste, il y a des gens que vous ne pouvez pas travailler que parce que ça ne matche pas. Donc j'ai pris après un peu de temps pour trouver l'aventure suivante. J'ai fait un peu de freelance, j'ai travaillé un peu dans
dans une boîte qui faisait des cryptos. J'ai vite compris que c'était un énorme scam quand j'ai fait 2-3 salons à Berlin et ailleurs. Je dis bon, je pense que ça n'a pas beaucoup d'avenir tel quel. Alors, il y a des projets intéressants, mais déjà à l'époque, je trouvais que c'était un peu sketchy. Et j'ai... Alors, pour le coup, Ouais. curiosité, pourquoi cet avis? Bah, quand vous êtes Parce que ça a quand même, enfin, la crypto, ça a encore un peu le. Non, mais c'était plutôt tout l'écosystème. C'est-à-dire quand vous êtes dans un salon et le seul moyen de vous attirer à un stand, c'est parce qu'il y a une fille qui est en bikini ou équivalent, et que quand on creuse les produits que les gens essayent de lancer, c'est juste des landing pages où ils ont fait des levées de fonds. Alors à l'époque, ça s'appelait des ICO. Et ils ont levé 20 millions, mais entre guillemets, il y avait quelques projets qui étaient très intéressants avec une grosse ambition. Mais aujourd'hui, on voit, je crois qu'il y a même Binance là, qui a des problèmes depuis 2 semaines, que quand on veut faire un business, il faut quand même qu'il y ait... c'est pas la technologie qui pousse le business, c'est les besoins du business qui vont faire en sorte que vous allez créer un vrai produit. Alors il y a de très belles choses quand tu es fait en crypto. Moi je trouve que Ethereum et Bitcoin, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, mais je pense que l'écosystème, il y a encore des choses ou des gens à sortir pour pouvoir et peut-être des use cases à aller encore chercher. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses en finance. Ok, il y a Il y a eu une euphorie. Il y a Alors, une euphorie. Je parle de 2018. Tout le monde veut lancer son projet et il y a des use cases complètement farfelus qui arrivent à lever des millions. Où tu Exactement. Te dis, bon, et pas pour moi, quoi. Il poussait la technologie plutôt que le use case. C'est-à-dire qu'il disait on va utiliser cette technologie pour résoudre une problématique qui pouvait être résolue avec une base de données normale. Donc pourquoi le résoudre avec de la crypto? Voilà, c'est juste qu'à l'époque, c'était surtout ça. C'était là. Et puis il y a eu la période 2018, puis après il y a eu la période 2021. Enfin, et ça reviendra dans 2-3 ans. Je pense que ça reviendra, mais à chaque fois, l'écosystème se nettoie de tous les projets qui étaient un peu mythes. Mais bon, j'ai bossé là-dedans pendant 6 mois. C'était marrant. J'ai vu que ça servait à rien que j'investissais. Enfin, moi à l'époque, j'avais pas vraiment envie d'investir plus de temps là-dedans. Et après, j'ai rejoint une entreprise qui voulait monter ce qu'on appelle un SSP, donc c'était dans l'advertising pour les podcasts. Donc on a travaillé, j'ai vu que tes podcasts étaient chez Ocha par exemple, Ouais. On a travaillé avec Ocha à l'époque. Une bonne grosse claque parce que je suis revenu sur un poste très tech. Ça faisait longtemps que j'avais pas été très tech. Donc au début, Tu veux dire, tu faisais du dev ou de... Non, Enfin, t'étais revenu très tech dans quel sens? Dans le sens où je refaisais du dev tous les jours et j'ai découvert un peu le monde des cloud providers que je connaissais assez peu. J'avais fait un peu d'AWS, mais là j'ai dû me remettre dedans très très vite et dû me remettre au niveau en quelques semaines sur qu'est-ce que ça voulait dire de déployer des infras dans un cloud public. Et aussi, ça faisait longtemps que je n'ai pas managé d'équipe tech et là j'en avais une petite à manager, ça m'a mis une petite claque. Mais bon, ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier assez vite. L'aventure a duré 1 an parce que au bout d'1 an, j'ai repris contact avec un ex-collègue qui avait monté un startup studio qui s'appelle donc OSS Venture et donc j'étais l'employé numéro 2 de ce startup studio et donc voilà, ça fait maintenant 4 ans à peu près jour pour jour que je suis CTO d'OSS Venture. Alors du coup, c'est quoi OSS Venture? Alors surtout ça. Alors du coup, OSS, le nom, il a un rapport avec... ça fait écho au monde du cinéma, là. Ça fait un peu écho au monde du cinéma. On aime beaucoup Jean Dujardin, on aime beaucoup les films OSS. Et c'était un peu alors le premier nom, c'était Operation Startup Studio, mais on s'est dit, on a beaucoup aimé OSS. Et dans notre premier bureau, on avait beaucoup de quotes du film et ça nous faisait bien marrer. Alors maintenant on s'est un peu notre image est un peu plus loin du milieu cinématographique, mais c'était un truc qui nous faisait beaucoup rigoler au départ. Ok. Alors du coup, OSS Venture, si on en parle un peu. Alors, et ton rôle? Qu'est-ce qu'un startup studio déjà? Ouais. Alors, moi j'aime bien dire que c'est un incubateur en stéroïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un incubateur, généralement, ou du moins la vision qu'on en a, c'est un lieu où des entrepreneurs qui ont déjà une idée ou un bout d'équipe essayent de lancer leur startup et les incubateurs les aident par rapport au projet qu'ils ont.
Nous, on a décidé de faire un truc un peu différent, basé sur. On s'est inspiré de deux startup studios, parce qu'il y a plusieurs types de startup studios, mais nous, on s'est inspiré de deux startup studios. Un premier américain qui s'appelle Suttery Hill Venture, qui n'est pas du tout connu, mais qui a aidé à lancer une petite boîte aussi dans la data qui s'appelle Snowflake. Ah ouais. Et eux, ils ont chaque boîte qu'ils lancent sont quasiment des unicornes ou des décacornes. Donc, on s'est inspiré d'eux, et ensuite on s'est inspiré d'une autre boîte franco-belge qui s'appelait eFounders et qui maintenant s'appelle Exa. Très très beau succès, qui ont lancé des boîtes type Aircall. C'est eux Aircall. C'est Aircall. Ouais. Et donc elle a été lancée par Quentin et Thibaut quelques années avant nous, et on a été extrêmement inspirés de ce qu'ils ont fait. Eux sur un segment totalement différent, mais en gros un startup studio, tu internalises des ressources que tu aurais dû avoir si tu avais monté une startup. Donc nous on a internalisé la fonction sales, la fonction produit, la fonction design, la fonction tech que je gère, la fonction HR et la fonction la fonction aussi VC, c'est-à-dire quand tu veux lever des fonds. Et donc en gros, si jamais tu veux résumer, tu as une équipe de série A qui est en train de t'aider à monter ta boîte. Et en plus, la plupart des collaborateurs d'OSS maintenant l'ont fait au minimum 5 fois. Donc ça veut dire qu'ils ont vu 5 aventures de création de boîte. Quand on est un startup studio, généralement c'est nous qui portons l'idée. Nous on a une autre dimension, c'est-à-dire qu'on est spécialisé dans le monde du manufacturing. On ne monte quasiment exclusivement, à part 2 de nos boîtes, que des projets dans le manufacturing. Pourquoi le manufacturing ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une usine, et on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires industriels qui nous ouvrent leurs portes, vous vous rendez compte que le niveau du software digitalisation est très très faible, malgré qu'ils aient beaucoup de process, notamment avec le lean management. Vous allez avoir des fois des opérateurs qui vont rentrer la même information dans un Excel, sur un papier et dans un ERP ou dans un logiciel. Et souvent, ces logiciels ont plutôt été faits à la fin des années 90, début des années 2000. Donc on n'est pas dans une expérience où l'UX est quelque chose qui est poussé par ces éditeurs logiciels. Donc du coup, le positionnement, c'est digitalisation, amélioration des process via appli, Exactement. Outils soft d'usine, quoi. Exactement. Et des fois, on reprend une catégorie qui n'a pas été touchée depuis des années et on refait un logiciel par-dessus. Je peux vous donner des exemples de plusieurs boîtes qu'on a montées, mais l'idée du Startup Studio, c'est déjà être très, très opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour donner des conseils, on fait avec les gens. C'est-à-dire que moi, 30% de mon temps, c'est recruter le prochain CTO de la prochaine startup qu'on va lancer. Et il y a d'autres personnes dans la boîte qui sont en train de recruter le CEO. Et on monte des binômes de gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une équipe, quand on pense qu'on a un binôme, on les met dans une salle de réunion, on met une bougie du Barry White, et si ça marche, à ce moment-là... Marié au premier regard. Quoi. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais parce que on a des fois où ça matche pas, ou même il y a une des personnes qui pensait vouloir être entrepreneur, mais finalement ça ne matche pas avec notre culture, et donc dans ces cas-là on change un ou deux des cofondateurs. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller très vite. On a un programme en 3 phases. Une phase où on va plutôt aller chercher, comprendre, faire du design thinking et de la product discovery pour essayer de comprendre par rapport à l'idée qu'on a, quelles sont aujourd'hui les problématiques et quel type de solutions on va pouvoir construire. Une fois qu'on a ça et qu'on a 3 partenaires industriels qui seraient d'accord pour co-construire la solution avec nous, à ce moment-là, on commence à la construire. C'est là que un peu plus je rentre en compte avec mon équipe et avec le CTO. À 3, généralement, on sort un MVP entre 4 et 12 semaines en fonction de la complexité du produit. Et la dernière phase, à partir du moment où le MVP est déployé, c'est l'accélération avec l'accélération sales. Et quand on arrive à un chiffre d'affaires, notre objectif étant d'amener les boîtes à 500 000 euros de chiffre d'affaires, à ce moment-là, on les aide à commencer à s'organiser sur une première levée de fonds avec des fonds d'investissement avec qui on est en contact. Voilà. En gros, c'est à peu près ça le programme, mais on est vraiment une équipe très hands-on. Donc on n'est pas là juste pour donner des conseils et donner des directions. On fait avec eux. Moi, je code avec les CTO. Je leur donne
une stack technique sur laquelle ils peuvent itérer très vite, qui a déjà été pen-testé, qui est déjà clean, qu'on fait évoluer avec chaque itération de boîte et qui permet... Il y a un socle technique que tu réutilises. Mais que je fais évoluer à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit qu'est-ce qu'on a appris sur la dernière boîte et qu'est-ce qu'on peut mettre en plus, ou qu'est-ce qu'on a appris sur les boîtes qui ont déjà été lancées. Un truc qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a les boîtes qui ont été lancées il y a 4 ans. Donc on voit les problématiques qu'ils ont, on voit les learnings qu'ils ont. Donc on essaye d'inclure dans notre socle technique les learnings qui font du sens par rapport aux boîtes qui se lancent aujourd'hui. Tu as des exemples du coup ? Un exemple tout bête, mais vraiment qui est tout bête, on fait une réunion tech tous les 6 mois et il y a une de nos boîtes qui nous a dit tiens, aujourd'hui, nous, pour la gestion de la sécurité, on a mis Cloudflare en haut de tous nos services et ça marche hyper bien. 2 semaines plus tard, dans ma stack, j'avais Cloudflare parce que c'était facile à mettre en place. Un exemple. Ou des fois, il y a une de nos boîtes qui se fait pen-tester. On trouve une mini faille. Je leur dis à toutes les boîtes qui ont à peu près le même truc, attention, ça, vous pouvez le résoudre comme ça. Voici la ligne de code, implémentez-le quand vous voulez. Voilà. Et une fois que les boîtes sont sorties, l'idée, si on a bien fait notre boulot, c'est qu'elles restent en contact avec nous et que quand elles ont un problème, elles viennent nous voir. Parce qu'après, une fois quand tu dis quand les boîtes sont sorties, c'est quand il y a eu une levée de fonds en fait ? Pas forcément, des fois elles ont eu suffisamment de clients pour pouvoir commencer à payer des bureaux et commencer à avancer. Donc soit il y a une toute petite levée de fonds, un pré-seed avec des BAs. Mais en fait nos boîtes généralement elles sortent entre 9 et 12 mois parce que nous il faut qu'on a un roulement, tous les 3 mois on lance une nouvelle boîte. Et on c'est 4 boîtes par an. 4 boîtes par an, entre 4 à 5 boîtes par an. Ouais. Et on veut vraiment faire en sorte de garder cette relation. Déjà pour nous, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le business model, c'est que nous, on a des parts dans les boîtes, on ne les vend pas, on les garde et on veut les accompagner tout au long de leur croissance. Vous ne vendez pas les parts, vous les gardez, on les garde du coup, jusqu'à un exit potentiel, acquisition ou IPO. Pour l'instant, il y a eu des exits ou pas encore ? Non, ça fait 4 ans, c'est un peu jeune. Je pense qu'on en aura peut-être l'année prochaine, mais les plus grosses devraient arriver dans encore 4 ans, je pense. Mais alors du coup, comment tu nous, on a levé des fonds. Donc nous, on s'est organisé comme un fonds d'investissement. Sauf que le fonds d'investissement, au lieu d'investir dans des entreprises, il est là pour payer l'équipe qui va monter les entreprises. Donc mais on est, entre guillemets, on est organisé un peu comme un fonds d'investissement. D'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire que tu payes une équipe qui va aider à monter des boîtes from scratch, qui a le contrôle sur tout le process. Et donc, chaque boîte qui sort est en gros un investissement qu'on a fait. Et l'idée, c'est de faire en sorte que d'aider encore ces boîtes une fois qu'elles ont levé, de les aider à chaque levée, à chaque moment de leur vie, notamment mise en place de gouvernance, mise en place de process RH. Moi, j'aide beaucoup les CTO quand ils ont des problèmes d'architecture, par exemple, ou des problèmes managériels. Si j'ai la bonne relation avec eux après, ils viennent me voir et disent tiens, comment tu ferais là-dessus ? Tiens, j'ai besoin d'un chasseur. Est-ce que tu en connais un bon pour m'aider à trouver une telle personne ? J'ai un problème managérial avec cette personne-là. Qu'est-ce que je devrais faire par rapport au positionnement ? Comment je devrais travailler ? On a un problème technique. Est-ce que tu as une idée de comment tu l'aborderais ? Alors, je donne mon avis. L'idée, c'est pas de leur dire tu fais comme ça, sinon t'es nul. Non, mais j'essaye surtout de garder un peu cette relation de coach. Et après, là, voilà, moi, je ferais comme ça. Si tu veux, on l'a déjà. Ça t'arrive d'imposer, de dire non, là, tu te plantes vraiment. Non, au départ. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'impose la stack technique, on a créé un truc simple, mais j'essaye d'imposer parce que d'expérience, c'est ce qui me permettra d'itérer le plus vite. Parce que quand on monte une boîte, une startup comment dire, la seule chance d'une startup de gagner contre une boîte un peu plus grosse, c'est la vitesse. La vitesse d'itération, donc la vitesse de learning. Donc nous, on veut... Il y a l'exécution... Oui, mais l'exécution est extrêmement liée à la vitesse. À la vitesse. Pour moi, s'il y avait une équation à faire, la vitesse serait la vitesse d'apprentissage et la variable qui permet d'aller 1 million de fois plus vite que la boîte d'à côté. C'est-à-dire qu'une boîte qui a aujourd'hui 500 clients, qui a déployé son petit logiciel qui a été fait en 2005, sa capacité d'apprentissage et de remise en question est proche de zéro. Alors qu'une boîte qui s'est lancée il y a 2 semaines ou il y a 3 mois et qui doit mini-pivoter, elle sait faire.
Elle sait faire et elle doit le faire. Ouais. Elle doit faire parce que sinon elle meurt. Donc, pour moi, la vitesse est extrêmement, extrêmement importante. Ouais, donc ton rôle, c'est vraiment à la fois technique, c'est à la croisée de plein de chemins, quoi. Il y a du recrutement, du coaching, en fonction des stages de développement, du technique, pas de technique. Et tu réunis tout le monde? Est-ce que vous... Deux fois par an, on l'a fait une fois pour l'instant, j'essaye de réunir toutes les personnes tech de toutes les startups. Ok, pour du team building ou l'échange. Vous faites des rex quand même, vous organisez de l'échange en fait. En fait, après, j'arrive pas à faire en sorte que tout le monde participe, c'est-à-dire qu'on voit que les gens qui sont pas au niveau lead dev ou CTO ont du mal à échanger, mais on voit en fait, ça permet de créer, de faire en sorte que parce qu'on a quand même lancé 19 boîtes. Je sais pas combien, on a peut-être 100 personnes qui travaillent dans les équipes tech au total, donc avec des niveaux, des technologies assez similaires, des niveaux de développement de business assez similaires. Donc le fait qu'ils puissent, sans moi, commencer à partager et s'échanger des best practices ou s'échanger ou des problèmes, c'est hyper intéressant. Et ouais, non, on va le refaire d'ici la fin de l'année, peut-être même en octobre. Et non, j'étais très très fier la dernière fois qu'on l'a fait. Parce qu'on se rend compte en fait que nous, on est. Une des problématiques d'être dans un startup studio, c'est que tous les 3 mois vous recommencez, donc vous avez du mal à vous tourner, à regarder en arrière ce que vous avez accompli en 4 ans. Et quand on réunit tout le monde, on se rend compte que voilà, il y a je sais pas combien de. Il y a plein de belles aventures. Il y a plein de belles aventures et des centaines d'emplois qui ont été créés surtout. Et donc, mais tous les 3 mois, nous on se remet en cause, on essaie de créer des produits plus velus, on essaye de répondre à des problématiques plus complexes. Et donc à chaque fois on se remet en question et on s'auto-flagelle en disant non mais on est nul, on n'est pas assez bon là-dessus, on aurait dû être meilleur là-dessus, etc. On est nous aussi dans un apprentissage constant pour essayer d'être meilleur en fait. Et dans ton rôle, parce que vous portez les idées en fait, hein, donc ouais. Vous montez les équipes, ouais. Le côté justement idéation, nouveau business, ça fait partie de tes casquettes ou c'est... Je participe. Donc tous les 3 mois, on fait généralement un meeting où on parle des prochaines idées qu'on veut lancer. On regarde les dernières idées qu'on a essayé de lancer qui ont plus ou moins marché. On essaie de savoir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Donc on en parle. Enfin, en fait, on peut en parler toutes les semaines, mais oui, on a un autre avantage, c'est que aujourd'hui nos solutions sont présentes dans plus de 1200 usines dans le monde. Donc on est en contact et on va dans des usines à peu près plusieurs fois par semaine. Ce qui nous permet d'être en contact du besoin. Ouais. Et donc de toutes les semaines, quand il y a un learning, tiens, ça on l'a vu dans 3-4 usines, on va le lancer. Une des premières idées qu'on a lancées, c'est une des plus belles boîtes qu'on a lancées qui marche très bien, qui s'appelle Fabric. Le matin, dans le process de lean management, vous avez un tableau blanc. Où les gens disent ce qui sont passés. Tiens, hier sur la machine 42, on a eu un problème, on note, tiens, appelez la maintenance. Donc c'était très, très manuel, appelez la maintenance. Il y a des gens qui imprimaient des rapports Excel pour dire, voilà, la productivité, on en est là, etc. Et donc Fabric, quand ils ont fait 2-3 usines, ils ont dit, en fait, tout le monde a un tableau blanc. Mais le process n'est pas du tout digitalisé. Donc la première version de Fabric, c'est quoi ? C'est un outil de ticketing avec un énorme écran 55 pouces, peut-être touch, où les gens créent des tickets et gardent la data. Quand vous gardez la data, vous êtes capable d'apprendre. C'est-à-dire quand vous avez résolu un ticket une fois, genre il y a un problème de maintenance sur la machine 42 toutes les 3 semaines, vous faites en sorte de créer un nouveau process que toutes les 2 semaines, allez vérifier proactivement que la machine 42 a un problème. Et alors le produit maintenant est beaucoup plus complexe, mais c'est comme ça qu'on lance une idée. Deuxième startup qu'on a pu lancer qui s'appelle Mercatim. Pareil, on va voir en usine et on se rend compte que dans chaque usine, il y a un Excel de gestion de compétences qui est toujours le même. Vous avez les 200 lignes avec les 200 lignes des 200 collaborateurs, entre 60 et 100 colonnes avec les différentes compétences de chaque employé, et puis un stagiaire un peu puni qui, pour l'audit une fois par an, il coche des cases. Et là, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc génial à faire. Si on faisait et là je le dis de manière si on faisait des cartes Pokémon de collaborateurs, on dit qui sait faire quoi. Et au lieu de le faire pour faire l'output, et on fait l'output, on le fait au niveau du collaborateur et on fait en sorte que ces données soient à jour.
Et cette donnée à jour, en fait, dans un système, elle a une valeur extraordinaire. Pourquoi ? Parce que si vous rajoutez sur chaque poste, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Et si vous rajoutez les données RH d'absence, vous êtes capable de sortir un planning automatique sous contrainte. Ce qui avant prenait des heures carrées au manager, maintenant vous pouvez le faire automatiquement avec... Tiens, Albert est absent, qui sait qu'on peut solliciter sur le sujet, quoi. Exactement. Et ça vous le propose. Okay. Et vous pouvez même quelqu'un qui a été sur ce poste-là il y a 3 ans, qui a les compétences, si le manager a changé 3 fois, tout le monde l'a oublié, mais le système, lui, le sait. Et même au niveau d'une réorganisation de l'entreprise où vous voulez monter une nouvelle usine, savoir qui sait faire quoi pour monter la nouvelle usine, vous l'avez au niveau global dans votre solution. Et vous pouvez même savoir les compétences qui sont en tension. Par exemple, il y a des fois, on se rend compte qu'il y a des gens, ils partent à la retraite et puis personne n'a fait le passage de compétences. Et il y avait une chose qu'il fallait absolument savoir faire pour pouvoir faire tourner la prod, et il n'y a que cette personne qui sait le faire, maintenant plus personne ne sait le faire. Et maintenant, vous pouvez le savoir au niveau d'un groupe, au niveau d'un site industriel, savoir quelles sont les compétences en tension et proactivement mettre en place des plans de formation. Voilà, c'est des exemples de boîtes qu'on a lancées. On a lancé des boîtes dans Oplit, dans la gestion de planification court et moyen terme. On a lancé Juno sur la première version sur les process de qualité qui étaient à la main dans Excel, enfin vraiment pas digitalisé. Et on a même lancé 2 boîtes hors manufacturing. Une première boîte qui s'appelle Craft, qui a pivoté dans le monde de la construction, du BTP. Pour notamment. Et qui fait quoi du coup ? En fait, c'est une sorte de WhatsApp, si j'essaye de le résumer, de WhatsApp dans le monde du BTP. Il y a un truc qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand vous faites des travaux, il faut faire des documents régulièrement pour parler de l'avancée des travaux. Et si vous ne les faites pas, même si vous avez fini les travaux, vous pouvez avoir entre guillemets, des pénalités. Et donc, en utilisant ce WhatsApp de chantier, ils récupèrent des données déstructurées et ils en font des rapports structurés au moment où ils sont demandés. Donc, ça permet de gagner et de faire en sorte que notamment des problématiques de gestion de chantier et des problématiques administratives soient toujours à jour. Voilà. Marche très bien, ils sont en train de se lancer. Ils ont des premiers clients aux États-Unis. Autre boîte qu'on a lancée qui... Est-ce que typiquement vous chopez de la donnée déstructurée, vous utilisez des IA génératives justement pour créer des rapports un peu plus structurés à partir de la donnée déstructurée ? Il n'y a pas besoin d'IA pour faire ça. Ok. Ouais, pas forcément besoin. Et on en parlera, mais l'IA générative c'est intéressant, mais en janvier tout le monde pensait qu'on l'utilisait partout, qu'on bientôt on serait à la rue, mais il y a encore... avant d'avoir les bons use cases et surtout les équipes qui peuvent at scale gérer des problématiques de serveurs d'IA générative. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui arrivent, enfin pas que 2, mais on va dire vous avez OpenAI qui arrive à bien le faire, mais heureusement qu'il y a Microsoft derrière qui a mis des milliards pour leur donner des serveurs gratuits, Google qui arrive à le faire avec Bard, vous avez Midjourney, mais si vous voulez lancer et gérer des serveurs d'IA générative, enfin au moins de faire de l'inférence d'algorithmes d'IA générative, c'est pas comme lancer des serveurs qui vont faire tourner du JavaScript, c'est pas la même chose. C'est plus cher et il faut avoir les use cases qui vous rapportent de l'argent, plus que si vous deviez faire tourner des web apps, du moins c'est mon avis. Donc il y a encore pour moi un peu de travail et vraiment de trouver les use cases qui permettent il y a une vraie valeur ajoutée, ouais. Okay. Voilà. Et là, l'autre boîte qui marche très bien, qu'on a lancée aussi pendant le Covid. Pendant le Covid, on avait un ami médecin qui nous a dit, écoutez, qui était en Afrique, il ne savait pas ce qu'allait se passer avec le Covid en Afrique. On aurait besoin, aujourd'hui on le fait par Excel, de nous aider à trier les patients pour savoir s'ils sont graves ou pas, parce qu'il y a très peu de respirateurs et si jamais on doit pouvoir faire du triage de patients. Et donc au début c'était juste un pro bono project où littéralement en une semaine, parce que c'est une des boîtes où je suis encore CTO, parce qu'il y a des boîtes où on a lancé sans CTO, je suis encore CTO de ces boîtes-là et MyC en fait partie. Et donc c'est une boîte où en une semaine on a lancé un MVP qui permettait pour une boîte en Afrique de faire du triage et du monitoring de patients Covid. Alors il n'y a pas eu d'explosion de Covid en Afrique, heureusement, parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts, ou du moins de Covid grave. Mais cette boîte est restée et on en a monté une de nos plus belles participations qui aujourd'hui permet pour des organisations, des grosses organisations ou des entreprises de gérer les données de santé de leurs salariés. Ce qu'on appelle un Electronic Medical Records.
Et ça marche très bien. Un des clients, c'est l'Union européenne. Il y a de très grosses boîtes aussi qui utilisent cet outil-là. Donc voilà, en appliquant la même méthodologie de product design, de tech, de MVP rapide, de user et search, on a aussi réussi à monter 2 boîtes dans des fields totalement différents. Alors après, comme c'est des boîtes qui sont dans d'autres industries, ils ne peuvent pas participer entre guillemets, à l'effort de guerre, notamment sur les sales. Parce qu'une des choses que je n'ai pas suffisamment mise en avant, c'est que notre équipe, on a une équipe sales dédiée, avec déjà plus de 1200 sites, 1200 sites déployés de nos solutions. Donc si demain on doit lancer un nouvel outil, on ne part pas de zéro. Parce qu'une des problématiques de lancer un SaaS dans le manufacturing, c'est que le coût à l'entrée business est très élevé. Énorme, ouais. Et avant qu'un industriel vous fasse confiance pour pouvoir mettre un nouvel outil dans son SI, si vous n'avez pas de, entre guillemets, déjà, arriver à parler des industriels, ça va vous prendre du temps. Et après, une fois que l'outil est là, arriver à le vendre, ça va vous prendre encore plus de temps. Vous avez le temps de mourir 12 fois. Donc, nous, on accélère. En fait, on est un accélérateur. C'est un gros avantage concurrentiel, quoi. C'est un énorme avantage concurrentiel. C'est-à-dire que si demain, moi je connais personne... Vous lancez un nouveau service, vous avez 1200 clients à qui vous avez 1200 prospects qualifiés. À qui on en a plus que ça, puisqu'en fait, il y a prospects qualifiés... Vous avez 1200 clients qui peuvent être intéressés, Exactement. plus les prospects. Exactement. Et donc, si demain, on veut lancer un nouveau produit, notre équipe sales nous dit, bah voilà, on a entendu cette problématique dans telle et telle boîte, on vous met en contact, et comme ça, vous pouvez trouver ces fameux co-builders dont je te parlais un peu plus tôt. On peut kickstarter et aller sur le terrain en quelques jours. Ce qui te prendrait peut-être 6 mois si tu te lançais tout seul dans son coin. Et comme derrière, nous, on a une équipe qui est là pour mettre le rythme au démarrage sur les cofondateurs. Le mieux, c'est quand le rythme vient des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a un boulot aussi en permanence d'évaluation de la qualité des cofondateurs et on essaye de les coacher et de se rendre compte si oui ou non ça va matcher assez rapidement. Quand vous mettez les cofondateurs, vous essayez de créer des teams. Hein. Alors du coup, cofondateur, quoi, c'est CEO, CTO, c'est En quoi gros, il y a une personne qui est responsable de produit tech et une autre personne qui est responsable sales, operation, marketing. En gros. Ok. Et après, on s'adapte en fonction des c'est de l'humain, notre matériel. Donc, on s'adapte après, on essaye de comprendre. Est-ce que moi je t'ai coupé on essaie de comprendre un peu les forces de chacun. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez à chacun, des questions qui reviennent tout le temps, qui doivent être du must-have? Enfin, je sais pas, typiquement l'alignement sur les durées. C'est-à-dire que grosso modo, quand tu veux te lancer en entreprise, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'à un moment donné, si tu as un cofondateur qui se dit bon bah moi c'est juste pour une aventure pour 2 ans, mon échelle de temps c'est 2 ans, probablement ça ne te va pas. Est-ce qu'il y a des questions comme ça qui vous permettent d'évaluer que les cofondateurs vont être alignés avec votre perception et qu'ils soient eux-mêmes alignés sur certaines choses? C'est quoi les points d'alignement importants en vrai? Déjà, nous, donc notre business model, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on prend des parts de l'entreprise et que les cofondateurs qui commencent l'aventure avec nous, on ne les paye pas. Donc, ils prennent le reste des parts. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on prend à peu près 30% entre 25 et 30% de la boîte et eux, ils se partagent après entre 70 et 75%. Donc, déjà, il faut que d'un point de vue cash, ils puissent ne pas être payés entre 12 et 18 mois. Donc déjà, ça permet d'écrémer énormément. Ok, donc ils savent qu'ils sont dans une course contre la montre de 18 mois, quoi. Ouais, mieux qu'ils se mettent 9 mois. Parce que Non, mais en fait, s'il n'y a pas de revenus au bout de 9 mois, c'est qu'il y a un problème avec soit le projet, soit l'équipe. Hein. Donc, nous, on met énormément de rythme, en fait. Et c'est ce rythme, en fait, ce qu'on leur dit, c'est que si tu te lancerais tout seul, si tu te lances tout seul, ça va être dur. Si tu te lances avec nous, ça va être encore plus dur. Parce que nous, on va mettre le rythme. Mais par contre, ça va être dur, mais bien. C'est-à-dire qu'on va le faire, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, quand ça va être un peu stressant, on va te permettre de prendre du recul. Moi, sur les CTO, quand ils sont complètement stressés, je dis tiens, on va se parler, c'est quoi le problème, c'est quoi le machin. Et j'essaye aussi de leur permettre de prendre du recul. Mais par contre, l'idée, c'est d'avoir la bonne intensité. Il faut que l'intensité vienne des deux côtés, du côté des cofondateurs et du côté du studio. Et si on a ça, si on a une équipe, la bonne intensité, la bonne vitesse, au pire, on pivotera. Mais on trouvera quelque chose. Ok.
Donc du coup, dans vos vos critères, c'est pas payer. Enfin voilà, ils ont un an au minimum sans un REM, an, sans REM. et c'est le contrat quoi. Vous vous rémunérez dans un an si vous dégagez assez de CA, de cash. Ou alors vous avez levé. C'est-à-dire que si vous avez suffisamment de cash, mais que la trajectoire sales est bonne et qu'il y a des fonds qui veulent vous jeter de l'argent et vous le donner, on prend aussi. Hein. Donc, alors ça, c'est peut-être question sur laquelle tu réponds pas, mais quand il y a des levées de fonds, tout le monde se dilue ou de toute façon, quand il y a une levée de fonds, tout le monde se dilue. Hein. C'est pas possible. Ok. Alors nous, on a un mécanisme, on a un petit fonds pour ne pas se diluer. Et dans le shareholder agreement, on a le droit de, on a des clauses d'antidilution. Vous avez le droit de mettre au panier. Voilà, mais on remet au panier. C'est-à-dire qu'on remet au panier. Ok. Dans la proportion qui. Exactement. Ok. Et ce qu'on demande aux cofondateurs, moi par exemple, c'est un CTO, s'il code pas, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que des fois, j'ai des gens qui étaient CTO d'un grand groupe, qui avaient des équipes de 200 personnes, mais par contre qui ne codent plus, ou qui l'ont pas fait depuis 20 ans et que ça les intéresse pas de recommencer. Moi, ça m'intéresse. Enfin, je ne peux pas travailler avec eux parce qu'au début, on est une équipe de 3 personnes et tout le monde met la main dans le code. Généralement, ce qui marche le mieux, c'est des second time founders ou third time founders qui ont déjà monté des boîtes et qui soit se sont cassés la gueule, soit et qui voient vraiment l'impact du studio. Après, voilà, on prend des risques sur des profils. Et par contre, on se teste mutuellement au début, on commence à travailler ensemble. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un est hyper stressé parce qu'il a une réunion client et qu'il est incapable de s'organiser, c'est pas un bon signe pour dire que c'est quelqu'un qui va être capable de gérer une boîte avec des gros problèmes dans 5 ans. Donc au début, c'est des petits problèmes. C'est dans un programme, les gens ils suivent le programme, c'est intense, c'est difficile, mais on n'envoie pas des cochons dans l'espace. Voilà, il n'y a rien d'horrible. Donc on teste aussi un peu, on est toujours en train d'essayer de projeter un peu les profils et de se dire tiens, dans 2-3 ans comment ils seront. Mais du coup ça veut dire que vous commencez ça vous... On va commencer, on va prendre des risques plus rapidement pour commencer à travailler avec les gens. Okay. Mais comme on a un pipe de gens d'entrants, il y a en gros 40% des gens avec qui on commence à travailler, avec qui au bout de quelques semaines ou quelques mois on arrête de travailler et on prend quelqu'un d'autre. D'accord, donc vous filez pas de parts tout de suite en fait sur un projet. Mais les entreprises n'existent pas au départ. Donc les parts, elles sont créées au moment où on sait qu'on va avoir des clients. Post-MVP au moment du MVP, on sait qu'on a des clients et on voit l'attraction marché, c'est là qu'on crée la boîte, c'est là que les parts sont créées. Généralement, Généralement ça se passe comme ça. Ok, donc vous avez une période qui permet de se dire ok, on est tous compatibles quoi. Ouais. Et on peut se taper dans la main en sachant qu'il y a un truc qui fonctionne, qui nous motive et sur 5, 6, 7, 8 ans, on est ensemble quoi. C'est ça. Ok. Et peut-être j'avais envie de revenir sur la sélection des sujets et des boîtes à lancer. Vous faites un brainstorming, vous avez pas mal d'idées, tout ça, machin. Comment vous sélectionnez, sur la base de quels critères vous sélectionnez les idées au-delà de tu m'as dit voilà on a appelé 3-4, on sait qu'on a 3-4, on a identifié qu'il y avait 3, 4, 50 usines qui avaient ce besoin quoi. Deux choses, soit on a vu un sujet et on pense qu'il y a un process à digitaliser et il y a de quoi faire un outil qui va demain vendre 50 ou 100 millions de CA au niveau mondial. C'est ça la cible. Enfin, grosso modo, s'il n'y a pas un marché monde. Non, en fait, le marché du manufacturing des opérations, il est débile. Hein. Aujourd'hui, les opérations, ça touche une grosse partie du PIB mondial et c'est moins de 2% de l'investissement des startups. Donc, il y a un vrai marché là-dessus et on le voit aujourd'hui aux États-Unis avec notamment le Inflation Reduction Act. Il y a énormément de boîtes qui commencent à se lancer aux États-Unis, soit en software, soit en des nouvelles usines, parce qu'ils veulent reshorer énormément de choses. Et donc, ça veut dire pour pouvoir être aussi, entre guillemets, productifs que l'Asie du Sud-Est, il faut qu'ils automatisent beaucoup de choses, aussi bien au niveau hardware que process.
Donc le marché est grand. Donc si on a quelque chose, si on se lance dans une idée, c'est parce qu'on veut pouvoir toucher la majorité des usines dans le monde. Donc le marché est toujours grand. Après, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce que par rapport à ce qu'on essaye de lancer, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existe, qui est au bon niveau, c'est-à-dire où on aura du mal où il y a déjà une boîte qui s'est lancée là-dedans, ils ont levé 200 millions aux États-Unis, dans ces cas-là, ça va être pas la peine. Non, ou ça va être compliqué. Mais déjà, le marché européen est très grand. Hein. Juste en France, il y a 50 000 sites industriels. Donc, Okay. Et en Europe, peut-être 400 000 au total, avec beaucoup en Allemagne, en Pologne, en Espagne et en Italie. Et au UK, c'est toujours le marché européen. Donc là où on a un peu évolué les derniers mois, c'est qu'on se dit quel type de produit on s'est bien lancé. Parce qu'il y a des fois, il y a des types de produits qu'on a essayé de lancer, ça n'a pas marché parce que c'est une typologie de produit qui est un peu compliquée à lancer. Là, on se rend compte qu'il y a certains produits, notamment digitaliser un process, ça on sait faire, ou alors reprendre une catégorie existante et entre guillemets la faire en mode 2023. On a lancé une boîte qui s'appelle Bonx qui fait un ERP no-code dans le milieu industriel. Aujourd'hui, les ERP industriels, c'est surtout pour les petites boîtes, c'est horrible. C'est-à-dire vous passez d'Excel à un truc généralement qui est pas extraordinaire en termes d'expérience utilisateur et sur lequel vous devez adapter tous les process de votre entreprise. Nous, on a dit on va faire un ERP no-code qui va coûter extrêmement cher, une blinde et où à peu près 50% des projets vont fail. Parce que voilà. Donc nous, on dit c'est quoi vos process aujourd'hui ? On va avec vous paramétrer en mode no-code, faire les intégrations qui vont bien pour qu'en quelques semaines, l'outil soit déployé en production et que vous puissiez continuer utiliser les mêmes process que vous utilisiez avec Excel, mais dans l'outil. Et voilà, ça c'est une catégorie, par exemple l'ERP industriel qu'on est en train d'essayer de réinventer. Une des prochaines qu'on veut lancer, c'est le WMS, le Warehouse Management System par exemple. Voilà, ça c'est des trucs qu'on sait faire. Alors là, pour le coup, vous avez pareil vous avez des concurrents sur le WMS, mais voilà. Mais tu vois, on sait pas. Aujourd'hui, on dit on va essayer. Et donc, quand on va essayer, c'est-à-dire on est capable. Vous allez regarder, c'est qui les concurrents. On va faire une analyse de marché et en parallèle, on va parler à 200-300 personnes. On va parler à 200-300 personnes pour savoir aujourd'hui si tu avais un WMS parfait, de quoi tu aurais besoin dedans. Et après, essayer de construire le MVP par rapport à ça. Ok, ouais. Voilà, un truc qu'on voulait lancer, parce que justement on parle de GenAI, on voulait lancer une boîte dans la GenAI, mais là on se focalisait peut-être, surtout à tort, sur la technologie et pas sur le pain point. C'est-à-dire en janvier, février, la GenAI c'était génial, on allait changer le monde, tout allait être automatisé, on appuierait sur un bouton et tout marcherait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en lancer un projet comme ça en se basant sur la technologie, c'était pas du tout la bonne approche. Donc on a droppé le projet. Ok. Bon, écoute, pour le coup, je pense que on a bien dressé, bien balayé à la fois tous les rôles et toutes les casquettes que tu pouvais avoir, et puis l'aperçu tous les projets en cours et à venir. Est-ce qu'il y a une petite chose des sujets que tu voudrais évoquer? On a déjà bien balayé et je passe à mes dernières questions. Non, c'est juste, c'est un métier de CTO vraiment différent de la plupart de mes collègues où eux ils doivent faire grandir des équipes ou faire externaliser certaines choses. Ils ont des problématiques opérationnelles de taille et de vélocité, de scale-up qui vraiment différentes de la mienne, parce que moi c'est comment tous les 3 mois je dois revenir, je dois recommencer à zéro. Ce qui est bien dans un sens, puisqu'on peut, toutes les erreurs qu'on a faites sur la startup d'avant, on peut essayer de ne pas les faire sur la startup suivante. Alors du coup, les apprentissages, il y a 2, 3, 4 conneries, ou une, où tu te dis, tiens, je partage là, à pas faire ou pas refaire quand on est en phase de lancement de startup, sur la tech, sur le produit, sur product market fit, autre. Et quand on fait des fois essayer de pas trop faire plaisir à un client parce qu'il veut cette feature là, et des fois on a l'impression que si on la fait pas on signe pas,
Et on peut le payer encore. Des fois, c'est une feature qu'on a vendue à un client et qui reste toujours une verrue dans ta liste de features. Ça, c'est un peu chiant à gérer. Dans les frameworks JavaScript, il y a des trucs chiants, c'est-à-dire que embêtant. Excuse-moi, je vais être poli. Embêtant, c'est-à-dire que une fois de temps en temps, ils changent de version et les startups qui ont été lancées dans la version d'avant, il faut les aider à avoir un plan pour les faire migrer. Ça, c'est compliqué. Je me suis beaucoup basé sur du cloud public et on est un peu maqué avec GCP et là, je suis en train d'essayer d'en sortir pour être un peu plus agnostique. Être sur du multiplateforme, tu veux dire, ou un peu plus agnostique, c'est-à-dire que si demain il y a une startup qui doit se lancer on-premise ou qui doit se lancer sur un des clouds mais en mode privé, ça soit pas l'enfer à faire. Il y a certaines startups là qui sont vraiment pieds et poings liés avec GCP et notamment certaines limitations de certaines technos. J'ai un peu trop poussé la base de données Firestore, qui est un truc hyper bien pour itérer, mais qui est assez vite quand on a des volumes de données intéressantes. On a découvert les bases de données Graph, qui sont vraiment très très puissantes, notamment Neo4j. Je suis assez fan de la capacité, notamment pour pouvoir lier des données. L'autre truc qu'on a appris aussi assez important, c'est si vous devez faire une certification cybersécurité, il vaut mieux le faire tout de suite qu'au bout de 2 ans. Ouais, pourquoi ? En fait, quand vous n'avez pas de process et vous devez les changer, c'est beaucoup plus simple que quand vous avez 20 personnes et que tout le monde doit se former et tout le monde doit adhérer au process. Et c'est pas énormément de travail, c'est du boulot, mais c'est pas énormément de travail. C'est quelque chose auquel t'en parlais dans l'épisode, on a tourné un petit épisode feedback sur lequel tu reviens sur Alan, où tu parles justement de la dette RH, le legacy organisationnel. C'est quelque chose auquel tu penses toi dès le départ, t'essaies de penser dès le départ quand tu bootstraps les startups. On le fait de plus en plus. C'est-à-dire que notamment sur la gouvernance de l'entreprise, faire en sorte qu'il y ait des boards très vite et que, entre guillemets, au début dans des réunions un peu de répétition, nous on se comporte comme des investisseurs si demain ils devront parler à des VC et à des boards. Sur la partie culture, notre Maroussia, notre RH, fait un boulot extraordinaire pour faire en sorte de les aider à setuper la culture et à setuper les bonnes pratiques RH dès le départ, notamment pour ne pas avoir de dette sociale. C'est-à-dire que pour faire en sorte que quand tu engages les gens, tu as le bon contrat, tu as le bon truc, il n'y a pas de problématique. Et aussi sur les process de recrutement, faire en sorte que tu aies un truc qui scale assez rapidement et que tu puisses faire le bon onboarding. Donc on fait attention à ça. Après, chaque boîte définit sa propre culture qui dépend de l'alignement des cofondateurs vis-à-vis de ça. On ne pousse pas forcément sur des trucs radicaux comme Alan où la rémunération doit être publique, etc. Mais entre guillemets, chaque boîte crée sa culture, mais généralement c'est assez compatible avec la nôtre parce qu'on a recruté des cofondateurs qui étaient alignés. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là qui au début nous paraissaient pas importants. On voulait juste sortir un produit et qu'il y ait des clients qui l'utilisent. Voilà, on essaye d'aider aussi les cofondateurs à grandir en tant que manager. C'est-à-dire que des fois, pour certains, ils n'ont jamais été managers de grosses équipes et aujourd'hui ils doivent gérer 10 personnes. Et aussi potentiellement les aider à retrouver leur prochain rôle dans la boîte. Parce que des fois, un CTO, est-ce que c'est lui qui sera CTO demain ? Non, il sera peut-être VP Engineering, il aura les parts du fait qu'il était cofondeur, mais ce ne sera pas forcément lui le CTO pour gérer 50 personnes. Donc, notamment s'auto-virer sur certains cofondateurs de leur poste actuel, il faudra peut-être qu'on les aide à s'auto-virer pour qu'ils aient peut-être un autre poste dans la boîte et que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau, parce qu'au bout d'un moment, quand tu es CTO, c'est plus de la gestion d'équipe que de savoir que de l'architecture ou la meilleure techno utilisée ou le meilleur algorithme. Ok. Eh ben, je te propose de passer aux dernières questions. Allons-y. Bon, je pense que tu connais du coup. Est-ce que tu as un proverbe, une expression qui t'accompagne ? Simple things are always the most difficult. Parce qu'un de mes rôles, c'est aussi d'aider les CTO à simplifier les choses et pas avoir les problèmes qu'ils auront dans 5 ans. Et essayer de faire des choses simples. J'adore casser la complexité, c'est-à-dire moi pour comprendre un problème, j'ai besoin de le faire en briques simples et pas juste de voir le edge case qui va faire en sorte que ça marche pas. Ça c'est pas important et peut-être qu'on le gérera à la main et c'est pas un problème. Donc
nos produits, la V1 ou la V0, c'est pas des rêves d'ingénieur, tout est parfait et on met 2 ans à le sortir. Donc casser la complexité pour aller plus vite, donc faire des choses simples, et c'est toujours compliqué de simplifier les choses et de les faire le plus simplement possible, aussi bien d'un point de vue produit que d'un point de vue tech. Ouais, je crois que ça ressortait bien dans une ou deux de tes remarques durant le podcast. Est-ce que tu as un surnom? Alors tout le monde depuis 20 ans m'appelle Q. C'est un pote grec quand j'étais aux États-Unis et c'est resté. Donc voilà, même aujourd'hui au travail, alors qu'on c'est Q. C'est Q, voilà. Ok. Bah, je sais pas. Marrant, on parlait d'Hervé Lourdin un petit peu plus tôt, qui lui s'appelle HLO, du coup. Donc toi, tu n'as plus qu'une lettre en fait. Exactement. Mais c'est vachement pratique pour signer les mails. Ok. Au moins, je fais pas de faute sur mon prénom. Quand je tape trop vite. Ça va. C'est pas mal, effectivement. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Oui, c'est une question qui peut calmer, effectivement. Ouais, non, elle me calme un peu. Je t'avoue que j'y réfléchi sur mon vélo en arrivant, mais j'ai pas trouvé. Je te propose un ou deux trucs, ouais, comme vas-y, ça. Vas-y. Alors, de la politique au bootstrapping. C'est marrant. Puis après, j'aurais une petite idée autour de s'aligner puis bootstrapper, quelque chose comme ça. Ouais, ou de la politique à la Startup Nation ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ok. Ça peut être pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a une question, une thématique que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Non, mais on avait parlé il y a quelques semaines. Il y a un truc en ce moment qui est important pour moi, c'est la longévité, comment vivre mieux et comment être j'ai 2 enfants, le meilleur père possible pour mes enfants le plus longtemps possible. Donc je suis un peu sur ces thématiques-là de bien manger, de faire du sport, pas pour être beau sur la plage, car bon, ça c'est fini, ça. Quoi que je fasse, mais plutôt pour voilà, j'ai lu un livre pendant les vacances qui s'appelle Outlive de Peter Attia, très très bien, où il parle de ce qu'il faut faire pour être un centenaire pour être un centenaire et en bonne forme. Donc il parle du concept de médecine 3.0 et énormément lié à la prévention, que l'exercice cardiovasculaire et même de la musculation, c'est deux composantes pour pouvoir vivre mieux et plus longtemps, parce que quand on vieillit, notre cœur a du mal et on n'a plus assez de muscles pour pouvoir avancer. Et puis moi, dans ma vie perso, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet des fois de travailler de la maison et de passer du temps, et même si on a du stress, même si c'est compliqué, d'être là pour mes enfants quand ils ont besoin de moi. Et si je dois rentrer à 4 heures pour aller les chercher et à rebosser le soir, je le fais. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus important. Et c'est un équilibre de vie que quoi qu'il se passe. T'as rompu avec la période L'Oréal où t'étais beaucoup absent. Ouais, ou même il fallait être au bureau parce qu'à un moment donné, il fallait voir un chef qui sortait d'une réunion à 18h. Donc non, moi, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Je bosse à l'impact, donc quand il y a des choses à faire, je les fais. Si je dois bosser tard, je dois bosser tard, mais par contre, si mon fils ou un de mes fils a besoin de moi à 16h30 parce qu'il faut que je l'amène à la piscine, je l'amène à la piscine. Et pour moi, c'est hyper important. Et j'aimerais que le monde évolue dans ce sens. Et puis en plus d'être là, je voulais être là le plus longtemps pour eux. Voilà. Ok, d'où un peu de sport. Ouais. Là, t'as à côté de quoi une gourde l'Ardéchoise? Ouais, j'ai fait une petite course. C'est quoi l'Ardéchoise du coup? Alors c'est une petite course cycliste, cyclotourisme bien marrante. C'est une des plus grandes d'Europe qui se passe au mois de juin en Ardèche. Et comme ma mère vit là-bas, j'ai des potes qui sont encore là-bas, on l'a fait cet été. Voilà, c'est à 80, 120 km, mais c'est hyper sympa. C'est vélo ou c'est... Vélo. Ouais. Il y a 10 000 personnes. Enfin, c'est monstrueux, mais c'est bien marrant. Et puis en plus, on s'arrête toutes les demi-heures dans un petit village pour goûter le saucisson du coin, le fromage du coin. Donc c'est plutôt sympa. Ok, sport et plaisir. Ouais, enfin dans la vie, il faut en fait si on veut être bien, il faut aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille.
Et si on a ça qui va bien, le pro ira bien aussi. Mais quand on priorise trop l'un par rapport à l'autre, ça crée des déséquilibres qui peuvent être dans la longueur, pas forcément au jour le jour, mais compliqués à gérer. On le paye toujours en fait, on prend la dette. Eh ben on fera. Eh ben ça fera une belle une belle conclusion de fin. Et je te remercie encore de ta participation, puis d'être venu. Merci à toi et merci pour cet échange. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.